Je m'appelle Michael Harrison. J'ai 33 ans et je travaille comme comptable principal dans un cabinet de taille moyenne à Phoenix, en Arizona. La plupart des gens, en regardant ma vie, penseraient que je m'en sors raisonnablement bien. Un emploi décent, un revenu fiable, un petit appartement dans un quartier sûr. Pas le genre de réussite qui fait la une des journaux, mais solide et respectable. Le genre de vie que les Américains de la classe moyenne construisent grâce à un travail constant et une planification financière prudente. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a 18 mois, ma vie a changé d'une manière qui aurait dû être la réponse à toutes les prières que j'avais jamais murmurées. Au lieu de cela, c'est devenu le début de l'éducation la plus douloureuse que j'ai jamais reçue sur les personnes que je pensais connaître le mieux. C'est un mardi de mars que tout a changé. Pas le genre de jour que l'on s'attendrait à marquer un tournant dans sa vie. Juste un mardi ordinaire avec le temps printanier habituel de Phoenix. Chaud mais pas encore caniculaire. Le genre de journée qui vous rappelle pourquoi les gens ont déménagé en Arizona en premier lieu. J'étais en pause déjeuner du cabinet comptable, marchant vers la sandwicherie à 2 pâtés de maison de notre immeuble de bureau quand j'ai décidé de m'arrêter au dépanneur pour acheter un billet de loterie. Je n'avais jamais été un grand joueur. Ayant grandi dans une famille où chaque dollar était compté et où la stabilité financière était la plus haute vertu, j'avais été élevé pour voir les billets de loterie comme des attaques contre les gens qui sont mauvais en maths. Mais quelque chose à propos de ce jour-là semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont la lumière du soleil frappait le présentoir de la loterie. Ou peut-être était-ce simplement le stress accumulé d'une autre saison des impôts qui me rendait désespéré pour toutes sortes d'évasions des colonnes sans fin de chiffres qui définissaient ma vie professionnelle. Un billet de Powerball, ai-je dit au vendeur, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée qui avait probablement vendu des milliers de billets à des gens avec des espoirs similaires et des chances de déception similaires. Choix rapide, où voulez-vous choisir vos numéros? Choix rapide, c'est bien. Elle m'a tendu le billet avec l'efficacité mécanique de quelqu'un qui avait effectué cette transaction d'innombrables fois, et je l'ai plié dans mon portefeuille sans regarder les numéros. Ce n'était de toute façon pas une question de numéros. C'était une question de possibilité, aussi lointaine soit-elle, que la vie puisse être différente du chemin prudent et prévisible que j'avais suivi depuis l'université. J'ai oublié le billet pendant 3 jours. Quand je me suis enfin souvenu de vérifier les numéros le vendredi soir, j'étais assis dans mon salon avec une bière et un dîner surgelé, regardant le genre de télévision abrutissante qui vous aide à décompresser après une semaine à analyser les erreurs financières des autres. Les numéros gagnants sont apparus à l'écran pendant une pause publicitaire pour les nouvelles du soir. 12, 28, 35, 47, 52 Powerball 19. J'ai regardé mon billet. Puis j'ai regardé l'écran. Puis j'ai regardé mon billet à nouveau. 12, 28, 35, 47, 52 Powerball 19. Pendant environ 30 secondes, j'étais convaincu que je lisais mal quelque chose. Ce genre de choses n'arrivait pas aux gens comme moi. Les comptables de la classe moyenne de Phoenix ne gagnent pas des jackpots de loterie de 57 millions de dollars. Nous équilibrons des budgets, maximisons les cotisations de retraite et achetons des voitures raisonnables que nous conduisons jusqu'à ce que les coûts d'entretien dépassent le paiement mensuel d'un modèle plus récent. Mais les numéros sur mon billet correspondaient aux numéros à l'écran et aucune double vérification n'allait changer cette réalité. J'avais gagné 57 millions de dollars. Mon premier instinct a été d'appeler quelqu'un, de partager la nouvelle, de célébrer, de trouver un moyen de rendre cette chose impossible réelle en impliquant d'autres personnes dans l'expérience. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro de mes parents, puis je me suis arrêté. Qu'est-ce que je dirais? Comment annonce-t-on quelque chose comme ça sans avoir l'air d'avoir perdu la tête? Au lieu de cela, j'ai passé le week-end à faire des recherches sur ce qui se passe quand on gagne à la loterie. J'ai appris des choses sur les impôts et les paiements sous forme de rente par opposition aux sommes forfaitaires. J'ai appris des choses sur les conseillers financiers et les stratégies d'investissement et sur le pourcentage étonnamment élevé de gagnants de loterie qui finissent en faillite quelques années après leur gain inattendu. Plus important encore, j'ai appris des choses sur la dynamique familiale et comment la richesse soudaine peut détruire des relations qui ont mis des décennies à se construire. Les histoires étaient remarquablement cohérentes. Des gagnants de loterie qui étaient submergés par les demandes d'argent de parents dont ils n'avaient pas entendu parler depuis des années. Des familles déchirées par des disputes sur qui méritait quelle part des gains. Des enfants qui voyaient soudainement leurs parents comme des distributeurs automatiques de billets plutôt que comme des êtres humains. Des mariages qui s'effondraient sous la pression de gérer plus d'argent qu'ils n'avaient jamais rêvé d'en avoir. Le lundi matin, j'avais pris une décision qui définirait les 18 prochains mois de ma vie.
Je n'allais parler à personne de mon gain à la loterie. Pas encore. Pas avant d'avoir une meilleure compréhension de ce que cette aubaine signifiait et de la manière dont elle changerait mes relations avec les personnes qui m'étaient chères. J'ai réclamé le prix par le biais d'une fiducie, suivant les conseils de la commission de la loterie et du conseiller financier que j'ai engagé pour m'aider à naviguer dans les implications légales et fiscales. Après les impôts fédéraux et étatiques, je me suis retrouvé avec environ 34 millions de dollars dans un portefeuille d'investissement soigneusement géré qui générerait suffisamment de revenus pour soutenir n'importe quel style de vie que je pourrais vouloir mener. Mais j'ai continué à vivre dans mon appartement. J'ai continué à conduire ma Honda Civic de 8 ans. J'ai continué à aller au travail tous les jours et à analyser des feuilles de calcul et à prétendre que rien n'avait changé. La seule différence était que j'avais maintenant un secret qui devenait plus lourd chaque jour. Vivre avec un tel secret, c'est comme porter un poids que personne d'autre ne peut voir. Chaque conversation avec des amis et la famille devenait une performance, un équilibre prudent entre le maintien de mon ancienne identité et la gestion de la connaissance que je pouvais résoudre presque tous les problèmes qu'ils mentionnaient avec un seul chèque. Quand ma sœur se plaignait des remboursements de prêts étudiants, je hochais la tête avec sympathie tout en calculant que je pouvais rembourser sa dette avec ce que mes investissements rapportaient en 3 jours. Quand mes parents s'inquiétaient de leur épargne retraite, j'offrais des conseils génériques sur les cotisations 401K tout en sachant que je pouvais financer toute leur retraite sans affecter ma propre sécurité financière. Le secret était isolant, mais il m'a aussi donné une perspective sur mes relations que je n'avais jamais eues auparavant. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu observer comment les gens me traitaient quand ils croyaient que je n'avais rien à leur offrir au-delà de ma personnalité et de ma compagnie. C'était une expérience intéressante sur la nature humaine, bien que pas toujours confortable. Après 6 mois à vivre cette double vie, j'ai réalisé que je devais prendre une décision sur ce qu'il fallait faire de l'argent et comment intégrer cette nouvelle réalité dans mes relations existantes. Mais avant de faire des choix permanents sur le changement de ma vie, je voulais comprendre quelque chose d'important sur les personnes avec qui j'envisageais de partager ma fortune. Je voulais savoir qui m'aiderait si j'en avais vraiment besoin. L'idée m'est venue au cours d'une semaine particulièrement difficile au travail, alors que je m'occupais d'un client dont la situation financière s'était détériorée en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Le voir lutter avec des factures qu'il ne pouvait pas payer et des obligations qu'il ne pouvait pas honorer m'a fait réfléchir au nombre de personnes dans ma propre vie qui avaient déjà connu un véritable désespoir financier. Ma famille avait toujours été de la classe moyenne, suffisamment à l'aise pour éviter les vraies difficultés, mais pas assez riche pour être désinvolte avec l'argent. Comment réagirait-il si c'était moi qui avais besoin d'aide ? J'ai décidé de le découvrir. Le test que j'ai conçu était simple mais complet. J'appellerai chaque membre de ma famille immédiate et leur expliquerai que je faisais face à une crise financière. Je leur dirai que j'avais perdu mon emploi, que j'étais en retard sur mon loyer et que j'avais besoin d'aide pour éviter l'expulsion. Je demanderai des sommes d'argent spécifiques, pas des sommes énormes, mais suffisamment importantes pour représenter un véritable sacrifice pour quelqu'un avec des ressources limitées. Le but n'était pas de les tromper ou de les humilier. C'était de comprendre leur caractère d'une manière que les circonstances normales ne révéleraient jamais. Quand quelqu'un que vous aimez est dans un besoin réel, votre réponse dit quelque chose de fondamental sur vos valeurs et vos priorités. Je voulais savoir, avant de potentiellement changer la dynamique de notre famille pour toujours avec mes gains de loterie, sur qui je pouvais compter quand la situation devenait critique. J'ai commencé par mes parents. « Papa, je dois te parler de quelque chose de sérieux. » Ai-je dit quand il a répondu au téléphone un samedi matin d'octobre, « Je suis dans de vrais ennuis. » Quel genre d'ennui, Michael ? Je pouvais entendre l'inquiétude immédiate dans sa voix, ce qui m'a donné l'espoir que cette conversation pourrait mieux se passer que je ne le craignais. J'ai perdu mon emploi il y a 3 semaines, des coupes budgétaires au cabinet. J'ai essayé de trouver autre chose, mais tu sais comment est le marché en ce moment. Je suis en retard sur mon loyer et mon propriétaire me menace d'expulsion. J'ai besoin d'aide. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre ma mère poser des questions en arrière-plan et mon père expliquer la situation à voix basse. Michael, c'est une terrible nouvelle. J'aurais aimé que tu appelles plus tôt, mais tu connais notre situation. Les factures médicales de maman de l'année dernière ont anéanti la plupart de nos économies, et nous arrivons à peine à joindre les 2 bouts avec nos propres dépenses. Je ne vois pas comment nous pouvons t'aider financièrement en ce moment. Papa, je ne demande pas un prêt. Je demande de l'aide. 3 000 $ couvriraient mon loyer et mes charges jusqu'à ce que je puisse trouver un autre emploi. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je suis désespéré. Une autre pause, plus longue cette fois. Fils,
je comprends que tu aies peur, mais tu as 33 ans. Tu as un diplôme universitaire et une expérience professionnelle. C'est peut-être l'occasion de découvrir comment te débrouiller seul au lieu de chercher quelqu'un d'autre pour résoudre tes problèmes. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Non pas parce que j'avais réellement besoin de l'argent, mais à cause de ce qu'il révélait sur la façon dont mon père me voyait. Dans son esprit, demander de l'aide pendant une crise financière était une preuve de faiblesse plutôt que la réponse naturelle de quelqu'un confronté à des circonstances indépendantes de sa volonté. Alors tu dis non? Je dis que tu dois gérer ça toi-même. C'est ce que signifie être un adulte. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté assis dans mon appartement pendant 1 heure à digérer ce qui venait de se passer. Mon père, qui m'avait élevé en croyant que la famille passe avant tout et que nous nous soutenons mutuellement dans les moments difficiles, venait essentiellement de me dire que j'étais seul au moment où j'avais le plus besoin d'aide. Mais peut-être qu'il passait juste une mauvaise journée. Peut-être que le stress des problèmes de santé de ma mère et leur propre pression financière l'avaient rendu moins généreux qu'il ne le serait normalement. Peut-être que ma mère réagirait différemment. Je l'ai appelé le lendemain. Michael, chéri, ton père m'a parlé de ta situation. Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. Merci, maman. Je sais que papa a dit que vous ne pouviez pas aider, mais j'espérais que peut-être tu pourrais me prêter quelque chose, même si ce n'est pas le montant total. N'importe quoi aiderait en ce moment. Oh, mon chéri, j'aimerais bien, mais tu sais à quel point les choses sont serrées pour nous en ce moment. De plus, ton père pense que cela pourrait être bon pour toi à long terme. Une chance d'apprendre un peu d'indépendance. Maman, je risque l'expulsion. Il ne s'agit pas d'indépendance. Il s'agit d'avoir un endroit où vivre. Eh bien, peut-être que tu pourrais revenir à la maison pour un temps, juste jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Revenir à la maison à 33 ans avec une fortune secrète qui pourrait acheter leur maison cash. La solution de ma mère à ma prétendue crise financière était que je m'installe dans ma chambre d'enfant et que je recommence à zéro comme un adolescent qui n'a pas réussi à prendre son envol. Je ne peux pas revenir à la maison, maman. Je dois rester à Phoenix pour les entretiens d'embauche. J'ai juste besoin d'un prêt temporaire pour traverser les prochaines semaines. Je suis désolé, chérie, mais nous ne pouvons tout simplement pas le faire en ce moment. Peut-être que tu pourrais demander à ta sœur. Ma sœur Lisa, 2 ans plus jeune que moi, mariée à un gars qui travaillait dans la vente, vivant dans une belle maison à Scottsdale avec leurs 2 jeunes enfants. Lisa avait toujours été la réussite de la famille, celle qui semblait avoir tout compris pendant que j'essayais encore de trouver ma voie dans la vie. Je l'ai appelée ce soir-là. Lisa, je dois te demander une faveur. Une grande faveur? Quel genre de faveur? J'ai expliqué à nouveau la situation. Emploi perdu, en retard sur le loyer, menacé d'expulsion. J'ai demandé $3000, le même montant que j'avais demandé à nos parents. Michael, j'aimerais pouvoir t'aider, mais $3000, c'est beaucoup d'argent. C'est presque la moitié de ce que nous payons pour la garderie chaque mois. Brad et moi avons nos propres factures à nous soucier. Je comprends que c'est beaucoup d'argent, mais je suis ton frère et je suis dans de vrais ennuis. Je ferais la même chose pour toi si la situation était inversée. Le ferais-tu, vraiment? Quand nous as-tu jamais aidé avec quoi que ce soit? Tu appelles à peine. Tu manques la moitié des réunions de famille. Et maintenant, soudainement, tu veux $3000 parce que tu n'as pas pu garder un emploi. Ces mots m'ont piqué parce qu'ils contenaient assez de vérité pour me faire douter de mes propres motivations. Je m'étais éloigné de ma famille au fil des ans, en partie à cause de ma personnalité naturellement introvertie et en partie parce que je trouvais leurs discussions constantes sur l'argent et le statut épuisantes. Mais je n'avais jamais réalisé qu'ils interprétaient ma distance comme de l'égoïsme. Lisa, je sais que je n'ai pas été le frère le plus impliqué, mais c'est différent. C'est une urgence. Écoute, Michael, je suis désolé pour toi. Vraiment. Mais tu es un adulte et les adultes règlent leurs propres problèmes. C'est peut-être un signal d'alarme. Peut-être que tu dois prendre ta carrière au sérieux au lieu de simplement dériver dans la vie, en attendant que quelqu'un d'autre s'occupe de toi. Dériver dans la vie. Selon ma sœur, mon emploi stable de comptable principal constituait une dérive dans la vie. Selon ma sœur, demander de l'aide pendant une urgence financière signifiait que j'attendais que quelqu'un d'autre s'occupe de moi. J'ai raccroché le téléphone et j'ai réalisé que j'apprenais quelque chose d'important sur ma famille que je n'avais jamais compris auparavant. Quand ils me regardaient, ils ne voyaient pas quelqu'un de compétent mais temporairement en difficulté.
Il voyait quelqu'un de fondamentalement inadéquat, quelqu'un dont les problèmes étaient le résultat prévisible de défauts de caractère plutôt que de malchance. Mais j'avais encore un appel à passer. Mon jeune frère Jake avait 28 ans et travaillait comme mécanicien à Tucson. Il n'était jamais allé à l'université, n'avait jamais eu ce que l'on appellerait une carrière prestigieuse, mais il était le genre de personne qui vous donnerait la chemise sur son dos si vous en aviez besoin. En grandissant, Jake avait toujours été le pacificateur de la famille, celui qui aplanissait les conflits et s'assurait que tout le monde se sent inclus. Si quelqu'un dans ma famille m'aidait, ce serait Jake. Jake, je dois te parler de quelque chose d'important. Je suis dans de graves difficultés financières. J'ai expliqué la situation pour la 4e fois, mais avec Jake, je me suis retrouvé à être plus honnête sur à quel point j'étais censé me sentir effrayé et désespéré. Peut-être parce que je savais qu'il ne me jugerait pas d'être vulnérable. Ou peut-être parce que je voulais sincèrement qu'il comprenne la gravité de ce que je demandais. Mec, ça craint. Je suis vraiment désolé que tu traverses ça. 3000 $, hein? Je sais que c'est beaucoup d'argent. Si tu ne peux pas le faire, je comprends. Mais j'ai déjà demandé à maman, papa et Lisa, et personne ne peut t'aider. Tu es ma dernière option. Michael, je n'ai pas 3000 $ d'économie. Je ne pense pas avoir jamais eu 3000 $ d'économie, mais laisse-moi y réfléchir une minute. Il y eut une longue pause et je pouvais l'entendre parler à sa petite amie en arrière-plan. D'accord, voici ce que je peux faire. J'ai environ 800 $ sur mon compte courant et je peux probablement obtenir 700 $ de plus de ma carte de crédit sans la maximiser. Ça fait 1500 $ au total. Ce n'est pas ce dont tu as besoin, mais c'est tout ce que je peux trouver en ce moment. Je suis resté silencieux si longtemps que Jake a commencé à craindre de m'avoir offensé. Je sais que ce n'est pas assez, mais peut-être que ça t'aiderait à gagner du temps et je pourrais monter ce week-end et t'aider à chercher du travail. Je connais des gars à Phoenix qui pourraient connaître des postes vacants. Mon jeune frère, qui gagnait à peine 30 000 $ par an en réparant des voitures, offrait de me donner plus de la moitié de son argent disponible et de conduire 4 heures pour m'aider à chercher du travail. Mes parents, qui étaient propriétaires de leur maison et avaient une épargne retraite, ne pouvaient pas se permettre de donner 3000 $. Ma sœur, qui vivait dans une maison d'un demi-million de dollars et partait en vacances en famille en Europe, ne pouvait pas aider son frère soi-disant désespéré. Mais Jake, qui devait choisir entre payer sa facture de carte de crédit et aider sa famille, était prêt à maximiser son crédit disponible pour m'empêcher d'être expulsé. Jake, je ne peux pas prendre ton argent. Tu en as besoin pour tes propres dépenses. Michael, tu es mon frère. Si tu risques vraiment d'être expulsé, alors on trouve une solution ensemble. C'est ça, la famille. C'est ça, la famille. Selon Jake, la famille s'entraide en cas d'urgence sans calculer le coût ni se demander si la personne dans le besoin mérite de l'aide. Selon nos parents et notre sœur, la famille enseigne l'amour vache et l'indépendance en refusant d'encourager un comportement soi-disant irresponsable. Laisse-moi y réfléchir cette nuit, ai-je dit à Jake. J'ai peut-être d'autres options que je dois d'abord explorer. D'accord, mais n'attends pas trop longtemps. Si tu as besoin de l'argent, je peux monter demain avec du liquide. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement, entouré des preuves de ma richesse secrète. Des relevés de placement montrant un solde qui augmentait de milliers de dollars chaque jour. Des relevés bancaires montrant plus d'argent que toute ma famille ne gagnerait de leur vivant. Et j'ai réfléchi à ce que j'avais appris. Mes parents voyaient ma prétendue crise financière comme la preuve que j'étais irresponsable et que je devais apprendre l'indépendance par la souffrance. Ma sœur y voyait la confirmation que j'étais un échec qui s'attendait à ce que les autres résolvent ses problèmes. Mais Jake y voyait une urgence familiale qui nécessitait une action immédiate, quel qu'en soit le coût personnel. Le test avait révélé quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris sur les personnes avec qui j'ai été élevé. Au moment décisif, un seul d'entre eux était prêt à faire un véritable sacrifice pour m'aider. Un seul d'entre eux croyait que les obligations familiales vont au-delà du soutien moral et des bons conseils. Un seul d'entre eux m'aimait assez pour faire passer mon bien-être avant sa propre sécurité financière. J'ai passé les semaines suivantes à réfléchir à ce qu'il fallait faire de cette information. Je pouvais révéler la vérité sur les gains de la loterie et utiliser l'argent pour rapprocher ma famille. Ou je pouvais utiliser ma nouvelle richesse pour construire une nouvelle vie qui reflèterait la réalité de ceux sur qui on pouvait compter quand cela comptait le plus. La décision a été plus facile que je ne l'avais prévu. 3 mois plus tard, en janvier,
j'ai appelé ma famille pour annoncer que je déménageais à Denver pour une nouvelle opportunité d'emploi. Je leur ai dit que j'avais trouvé un poste dans un cabinet de planification financière qui offrait une augmentation de salaire significative et de meilleures perspectives de carrière à long terme. Tout cela était techniquement vrai. J'avais en effet trouvé un tel poste et je prévoyais en effet de déménager à Denver. Je n'ai simplement pas mentionné que je n'avais pas besoin du travail ou du salaire. Je n'ai pas non plus mentionné que j'achetais une maison à Denver et que Jake déménagerait avec moi. La conversation avec Jake avait eu lieu lors du dîner de Thanksgiving dans mon appartement. J'avais cuisiné pour nous deux, car j'étais censé être trop fauché pour rentrer à la maison pour les fêtes, et il s'était porté volontaire pour me tenir compagnie. C'est pendant ce dîner que je lui ai dit la vérité sur le billet de loterie. « Tu as gagné combien ?» a-t-il dit, posant sa fourchette et me fixant comme si j'avais annoncé que j'étais un extraterrestre de Mars. 57 millions de dollars avant impôt, environ 34 millions après que tout a été réglé. Et tu gardes cette information pour toi depuis 8 mois. Je voulais comprendre certaines choses sur ma vie avant de faire de grands changements, y compris comprendre à qui je pouvais faire confiance avec ce genre d'informations. Je lui ai parlé du test que j'avais mené, des réponses que j'avais reçues de nos parents et de Lisa, et de sa volonté de sacrifier sa propre sécurité financière pour m'aider quand j'en avais soi-disant besoin. C'était un test, Michael. J'étais prêt à maximiser mes cartes de crédit pour toi. Je sais, et c'est exactement pourquoi tu es la seule personne de notre famille qui va savoir pour cet argent. Jake est resté silencieux pendant un long moment, traitant les implications de ce que je lui disais. Et maman et papa? Et Lisa? Et alors? Ils ont clairement indiqué qu'ils me voient comme quelqu'un qui devrait gérer ses propres problèmes. C'est donc exactement ce que je vais faire. Mais ça change tout. Tu pourrais les aider avec les factures médicales de maman. Aider Lisa avec les fonds universitaires de ses enfants. T'assurer que tout le monde est pris en charge. Avec quelle motivation? Pour qu'ils me traitent mieux parce que j'ai de l'argent? Pour qu'ils prétendent qu'ils m'auraient aidé quand j'en avais besoin. Jake a compris ce que je voulais dire. Mais il avait du mal avec l'idée de garder un secret aussi important de notre famille. Écoute, j'ai dit, je ne prévois pas de les couper complètement. Je ne prévois simplement pas de partager ma richesse avec des gens qui ne partageraient pas leur richesse beaucoup plus petite avec moi. Mais toi, tu étais prêt à me donner tout ce que tu avais. Ce genre de loyauté mérite d'être récompensé. Je ne veux pas être récompensé pour être un frère décent. Ce n'est pas une question de récompense. C'est une question de partenariat. Je veux créer une entreprise, quelque chose qui a plus d'importance que de simplement gérer mon propre argent. Je veux que tu sois mon partenaire. L'idée d'entreprise se développait dans mon esprit depuis des mois. Une combinaison de sociétés d'investissement et de fondations caritatives axées sur l'aide aux familles de la classe ouvrière pour atteindre la stabilité financière. Nous fournirions des services de planification financière, des prêts d'urgence et des ressources éducatives aux personnes généralement exclues des services de gestion de patrimoine traditionnels. Jake s'occuperait des opérations quotidiennes tandis que je m'occuperais de la stratégie financière et de la conformité réglementaire. Cela lui donnerait une chance de construire quelque chose de significatif tout en honorant son inclination naturelle à aider les personnes en difficulté. Tu es sérieux à ce sujet? Totalement sérieux. Nous commençons avec un investissement de 5 millions de dollars et voyons tout le bien que nous pouvons faire avec. Si ça marche, nous nous étendons. Si ça ne marche pas, nous essayons autre chose. Et maman, papa et Lisa, ils n'ont pas besoin de savoir pour l'entreprise ou d'où vient le financement. En ce qui les concerne, j'ai eu un bon travail à Denver et tu as décidé de déménager là-bas avec moi pour essayer quelque chose de nouveau. Le déménagement à Denver s'est bien passé. J'ai acheté une maison dans un quartier agréable mais pas ostentatoire, le genre d'endroit qu'un planificateur financier prospère pourrait se permettre. J'ai qu'à emménager dans la maison d'amis derrière la propriété principale et nous avons commencé le processus de création de notre entreprise. Pendant 6 mois, nous avons maintenu la fiction que je travaillais pour quelqu'un d'autre tout en construisant discrètement l'infrastructure de notre propre cabinet. J'ai qu'à suivi des cours de planification financière et de gestion d'entreprise. J'ai obtenu les licences et certifications nécessaires. Nous avons développé des relations avec des avocats, des comptables et d'autres professionnels qui pourraient nous aider à servir notre clientèle cible. Au moment où nous avons officiellement lancé Harrison Brothers Financial Services, nous étions prêts à avoir un réel impact dans notre communauté. Notre première année a dépassé toutes les attentes. Nous avons aidé plus de 200 familles à améliorer leur situation financière,
empêché des dizaines de saisies immobilières et démontré que les services financiers éthiques pouvaient être à la fois rentables et socialement bénéfiques. Jake s'est révélé être un naturel pour établir des liens avec des clients qui avaient été intimidés ou ignorés par les conseillers financiers traditionnels. Il parlait leur langue, comprenait leurs défis et ne les faisait jamais se sentir jugés pour leurs erreurs financières passées. En 18 mois, il gagnait plus d'argent qu'il n'avait jamais rêvé d'en gagner. Et il le faisait en aidant des gens qui lui rappelaient son propre milieu familial. Pendant ce temps, ma relation avec nos parents et Lisa a continué à peu près comme avant, sauf avec plus de distance géographique. Nous parlions occasionnellement, échangions des cartes de vœux et maintenions le genre de lien poli mais superficiel que beaucoup de frères et sœurs adultes ont avec leur famille. Ils ne m'ont jamais interrogé sur ma situation financière et je n'ai jamais donné d'informations sur la bonne marche de l'entreprise. Je pense qu'ils supposaient que je m'en sortais bien, mais pas spectaculairement bien, à l'aise mais pas riche. Le même genre d'existence de classe moyenne qu'ils s'étaient toujours attendus à ce que j'atteigne. Jake avait du mal à garder le secret, surtout pendant les appels téléphoniques familiaux lorsque nos parents mentionnaient des soucis d'argent ou lorsque Lisa se plaignait du coût des activités de ses enfants. Il voulait les aider et ne comprenait pas pourquoi j'étais à l'aise de les laisser se débattre avec des problèmes que je pouvais résoudre sans effort. Il ne s'agit pas de l'argent. J'ai essayé d'expliquer lors d'une de nos conversations régulières sur la dynamique familiale. C'est de ce que l'argent représente. Si je résous leurs problèmes financiers maintenant, cela change notre relation d'une manière qui ne pourra jamais être défaite. Ils se demanderont toujours si je les aide par amour ou par culpabilité. Ils se demanderont toujours s'ils devraient être reconnaissants ou rancuniers. Mais ils font toujours partie de la famille. Vraiment? Quand j'avais besoin d'aide, ils m'ont traité comme un fardeau. Quand j'ai soi-disant perdu mon emploi, ils y ont vu la preuve de mes échecs personnels plutôt qu'une situation qui nécessitait le soutien de la famille. Pourquoi leurs problèmes financiers devraient-ils être ma responsabilité alors que mes problèmes financiers n'étaient pas les leurs? Jake ne pouvait pas contester la logique, mais il restait mal à l'aise avec la réalité émotionnelle de voir notre famille lutter pendant que nous prospérions en secret. Le test est revenu de manière inattendue 2 ans après mon déménagement à Denver. Ma mère a appelé un mardi soir de mars, presque exactement 3 ans après que j'avais acheté le billet de loterie gagnant. Elle semblait plus âgée que dans mon souvenir, plus fragile, et sa voix portait une sorte de désespoir que je n'avais jamais entendu auparavant. « Michael, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu saches à quel point c'est difficile pour moi. »« Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » ?»« Ton père a eu une autre crise cardiaque la semaine dernière, une plus grosse cette fois. Il va s'en sortir, mais les médecins veulent qu'il subisse une intervention chirurgicale, et notre assurance ne couvrira pas tout. Nous nous attendons à environ 40 000 $ de dépenses non remboursées. 40 000 $, moins que ce que mes investissements rapportaient en une semaine typique, mais apparemment assez pour créer une véritable crise financière pour mes parents. Je suis vraiment désolé, maman. Je ne savais pas que papa avait des problèmes de santé. Il ne voulait pas vous inquiéter, les enfants. Tu sais comment il est pour montrer sa faiblesse. Mais nous n'avons pas 40 000 $, Michael. Nous n'avons même pas 10 000 $. Et l'hôpital veut un plan de paiement avant de programmer l'opération. C'était la conversation que j'attendais depuis 3 ans. Le moment où mes parents auraient besoin d'aide au point de la demander et où je devrais décider comment répondre. De quoi as-tu besoin de moi, maman? Je sais que tu t'en sors mieux maintenant avec ton nouveau travail et tout, et j'espérais. J'espérais que tu pourrais peut-être nous aider avec une partie des coûts. Pas tout, juste ce que tu peux te permettre. Même 5 000 $ ferait une énorme différence. 5 000 $. 2 ans plus tôt, il ne pouvait pas se permettre 3 000 $ pour m'aider à éviter une prétendue expulsion. Maintenant, il me demandait de contribuer 5 000 $ pour couvrir des frais médicaux auxquels ils auraient dû se préparer tout au long de leur vie d'adulte. L'ironie était presque trop parfaite. Maman, tu sais, je veux aider papa à avoir l'opération dont il a besoin. Laisse-moi regarder mes finances et voir ce que je peux faire. Oh, merci, mon chéri. Je sais que c'est beaucoup demandé. Mais nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Ils n'avaient personne d'autre vers qui se tourner, sauf qu'ils avaient quelqu'un d'autre vers qui se tourner. Ils ne le savaient tout simplement pas. J'ai raccroché et j'ai appelé Jake pour lui parler de la conversation. « Tu vas les aider, n'est-ce pas ?» a-t-il dit immédiatement. « Bien sûr que je vais les aider. La question est de savoir combien les aider et comment le faire d'une manière qui ait du sens. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire,
Je pourrais faire un chèque de 40 000 $ demain et résoudre tous leurs problèmes, mais cela soulèverait des questions sur l'origine de cet argent. Ou je pourrais contribuer ce qu'ils ont demandé et les laisser trouver le reste, ce qui est probablement ce qu'ils attendent de toute façon. Jake est resté silencieux un moment. Et s'il y avait une troisième option? Quel genre de troisième option? Et si l'argent venait de quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui aurait des raisons de les aider mais qui n'est pas directement lié à notre famille. J'ai réalisé ce qu'il suggérait. Un donateur anonyme. Pense Y, papa a travaillé pour la même entreprise pendant 30 ans. Maman a été bénévole à l'église pendant presque aussi longtemps. Ils ont probablement aidé des dizaines de personnes au fil des ans d'une manière dont ils n'ont jamais parlé. Il ne serait pas complètement incroyable que quelqu'un veuille leur rendre l'appareil. C'était d'une simplicité élégante. Je pouvais résoudre la crise financière de mes parents sans révéler ma propre richesse ni créer de dynamique familiale compliquée. Ils recevraient l'aide dont ils avaient besoin tout en maintenant leur dignité et leur indépendance. Et je pourrais honorer mon obligation envers la famille sans compromettre les limites que j'avais établies. Comment mettrions-nous cela en place? Laisse-moi m'en occuper. Je connais un gars qui connaît un gars. D'ici vendredi, tes parents recevront une lettre recommandée d'un cabinet d'avocats expliquant qu'un bienfaiteur anonyme a choisi de couvrir leurs frais médicaux en reconnaissance de leur service à la communauté. Et ils ne sauront jamais que ça venait de moi. Ils ne sauront jamais que ça venait de toi. Le plan a fonctionné parfaitement. Mes parents ont reçu la lettre le vendredi après-midi et ma mère m'a appelé ce soir-là pour partager la nouvelle miraculeuse. Michael, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé. Quelqu'un que nous ne connaissons même pas a payé l'opération de ton père. Tout. 40 000 $ d'un parfait inconnu qui a dit que nous l'avions aidé à traverser une période difficile il y a des années. C'est incroyable, maman. Papa doit être tellement soulagé. Il a pleuré quand je lui ai lu la lettre. Je n'ai pas vu ton père pleurer depuis la mort de son propre père. Il n'arrête pas de dire qu'il n'arrive pas à croire que quelqu'un ferait quelque chose comme ça pour nous. Je pouvais entendre l'émotion dans sa voix, la gratitude et l'étonnement écrasant de recevoir une générosité aussi inattendue. C'était la même émotion que j'aurais pu entendre si elle avait su que l'argent venait de son fils, mais sans les sentiments compliqués d'obligation et de ressentiment qui auraient pu accompagner un cadeau familial. Vous nous avez élevés en croyant que l'on récolte ce que l'on sème. J'ai dit, peut-être que c'est juste l'univers qui rembourse papa pour tout le bien qu'il a fait au fil des ans. Peut-être bien. Peut-être bien. Après l'opération réussie et le rétablissement de mon père, ma relation avec mes parents s'est améliorée d'une manière que je n'avais pas prévue. Ils semblaient plus détendus lors de nos appels téléphoniques, moins stressés par l'argent, plus intéressés à entendre parler de ma vie à Denver. C'était comme si le don anonyme avait levé un poids de leurs épaules que je n'avais même pas réalisé qu'ils portaient. Mais j'ai aussi remarqué qu'ils n'ont jamais demandé si je pouvais contribuer aux frais médicaux, même après avoir appris que le donateur anonyme avait tout couvert. Ils ne sont jamais revenus à la charge pour me demander si je voulais aider avec d'autres coûts associés au rétablissement de mon père. C'était comme s'ils n'avaient jamais attendu de moi que je puisse aider en premier lieu. La réaction de Lisa à l'histoire était différente. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un leur ait simplement donné 40 000 $. A-t-elle dit lors de notre prochaine conversation téléphonique. Les gens ne font plus des choses comme ça. Je me demande s'ils savent qui c'était vraiment et qu'ils ne nous le disent pas. Pourquoi garderaient-ils le secret? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas que nous nous sentions obligés de remercier quelqu'un ou peut-être parce qu'ils ont honte d'accepter la charité. L'instinct de Lisa qu'il y avait plus à l'histoire que ce que nos parents partageaient m'a rendu nerveux. Mais Jake m'a assuré que les arrangements juridiques étaient inattaquables. Même si quelqu'un essayait d'enquêter sur la source du don, il ne le retracerait qu'à une fondation caritative légitime qui faisait régulièrement des dons anonymes aux familles dans le besoin. De plus, a souligné Jake, Lisa n'est pas vraiment suspicieuse à propos de l'argent. Elle est juste jalouse que tes parents aient obtenu quelque chose qu'elle n'a pas eu. Il avait raison. Les commentaires ultérieurs de Lisa sur le don anonyme portaient toujours une nuance de ressentiment. Comme si elle sentait qu'elle et sa famille méritaient tout autant une aide financière inattendue. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que nos parents avaient reçu de l'aide parce qu'ils en avaient besoin, pas parce qu'ils le méritaient plus que quiconque. Le succès de la stratégie du don anonyme m'a fait réfléchir à d'autres façons d'utiliser ma richesse pour aider les gens dans ma vie sans créer de dynamique sociale compliquée. Au cours de l'année suivante, j'ai fait plusieurs autres dons anonymes, à l'ex-petit ami de Jake qui luttait avec des dettes de prêts étudiants, à un ancien collègue qui risquait la saisie immobilière,
à mon ancienne église pour financer un programme pour les jeunes qui étaient sur le point d'être supprimés en raison de contraintes budgétaires. Chaque fois, j'ai ressenti la satisfaction de résoudre des problèmes sérieux pour des personnes qui m'étaient chères sans avoir à naviguer dans les émotions complexes qui accompagnent les dons connus. Les bénéficiaires obtenaient l'aide dont ils avaient besoin tout en conservant leur dignité. J'obtenais la satisfaction d'utiliser ma richesse pour le bien sans avoir à gérer la gratitude, l'obligation ou des relations changées. Mais j'ai aussi commencé à comprendre quelque chose d'important sur la psychologie de la richesse que je n'avais pas anticipé lorsque j'ai gagné à la loterie pour la première fois. Avoir le pouvoir de résoudre les problèmes des gens avec de l'argent est enivrant. Savoir que vous pouvez faire disparaître le plus grand souci de quelqu'un avec un seul appel téléphonique vous donne un sentiment de contrôle et d'importance qui peut devenir addictif. Plus je faisais de dons anonymes, plus je voulais en faire. Plus je résolvais de problèmes, plus je commençais à chercher des problèmes. J'ai commencé à avoir des difficultés financières partout où je regardais. Et j'ai commencé à me sentir responsable de les résoudre. C'était une sorte de fardeau de personnes riches dont je n'avais jamais entendu personne parler. La pression d'aider tout le monde parce que vous avez les ressources pour aider tout le monde. J'ai qu'à remarquer le changement dans mon comportement avant moi. Tu commences à te comporter comme si tu te prenais pour Dieu. A-t-il dit lors d'une de nos conversations régulières au dîner. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu essaies de résoudre les problèmes de tout le monde avec de l'argent. Et ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Certains problèmes sont censés être difficiles. Certaines luttes sont censées enseigner aux gens des choses qu'ils ont besoin d'apprendre. Tu ne peux pas simplement faire des chèques pour tous ceux pour qui tu as de la peine. Pourquoi pas? Si je peux aider les gens, pourquoi ne devrais-je pas les aider? Parce que l'aide sans contexte n'est pas toujours utile. Parce que résoudre les problèmes des gens pour eux ne les rend pas réellement plus forts ou plus capables. Parce que tu n'es pas responsable de réparer tout ce qui est cassé dans le monde. C'était une conversation difficile, mais j'avais besoin de l'entendre. J'avais commencé à perdre la perspective sur la différence entre aider les gens dans de véritables urgences et permettre aux gens d'éviter les conséquences naturelles de leur choix. J'avais commencé à voir ma richesse comme un outil pour créer le monde dans lequel je voulais vivre plutôt que comme une ressource pour répondre à des besoins spécifiques lorsqu'ils se présentaient. J'ai réduit les dons anonymes et je me suis recentré sur la croissance de notre entreprise et la création de richesses qui pourraient être partagées de manière durable avec les personnes qui travaillaient à améliorer leur propre situation. Au lieu de résoudre les problèmes pour les gens, nous avons commencé à leur apprendre à résoudre les problèmes par eux-mêmes. L'entreprise a continué à prospérer. À notre 3e année, nous avions aidé plus d'1 millier de familles à améliorer leur situation financière, et nous nous étions étendus à 3 villes supplémentaires. Jake était devenu l'un des conseillers financiers les plus respectés de Denver, connu pour sa capacité à créer des liens avec des clients qui avaient été négligés par les entreprises traditionnelles. J'avais accompli quelque chose que mon billet de loterie n'avait jamais garanti. J'avais construit une vie pleine de sens qui reflétait mes valeurs et mes priorités. J'utilisais ma richesse pour avoir un impact positif sur ma communauté tout en maintenant des relations honnêtes avec les personnes qui m'étaient chères. Mais je n'avais toujours pas dit la vérité à mes parents et à Lisa sur les gains de la loterie. Le secret était devenu une partie si fondamentale de mon identité que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Il me donnait la liberté d'être moi-même sans me soucier de la façon dont les perceptions de ma famille à mon égard pourraient changer s'ils connaissaient ma richesse. Il me permettait de maintenir des relations basées sur une affection authentique plutôt que sur une obligation financière. Plus important encore, il me permettait de continuer à tester le caractère des personnes dans ma vie sans qu'elles sachent qu'elles étaient testées. Ce dernier test est arrivé 4 ans après mon déménagement à Denver, lorsque Lisa a appelé pour demander de l'aide pour les frais d'université de sa fille aînée. Michael, je dois te demander une faveur et je veux que tu saches à quel point c'est difficile pour moi. La conversation ressemblait à une rediffusion de l'appel de ma mère concernant les frais médicaux de mon père, sauf que cette fois le montant était beaucoup plus important. Emma a été acceptée à Stanford. Lisa a continué, c'est l'école de ses rêves, et elle a travaillé si dur pour y entrer, mais même avec l'aide financière, nous prévoyons près de $30 000 par an de dépenses non remboursées. Brad et moi avons économisé ce que nous pouvions, mais ce n'est pas assez. $30 000 par an, $120 000 sur 4 ans, plus que mon salaire annuel quand je travaillais comme comptable, mais une infime fraction de ce que mes investissements généraient chaque mois. C'est beaucoup d'argent, Lisa. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais que tu t'en sors bien avec ton entreprise à Denver, et j'espérais que tu pourrais peut-être nous aider avec une partie des dépenses d'Emma. Pas tout, juste ce que tu peux te permettre.
Même 10 000 $ ferait une énorme différence. 10 000 $. Juste assez pour montrer que je me souciais de l'éducation de ma nièce, mais pas assez pour avoir un impact significatif sur le problème global. C'était exactement le genre de solution partielle qui permettrait à ma sœur de sentir qu'elle avait fait tout son possible pour aider sa fille tout en l'obligeant à trouver les 110 000 $ restants ailleurs. Lisa, tu sais, je veux qu'Emma puisse aller à Stanford si c'est ce qu'elle veut. Laisse-moi y réfléchir et je te recontacterai. Merci, Michael. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? La famille, c'est la famille. La même sœur qui m'avait dit que les adultes règlent leurs propres problèmes quand j'avais soi-disant besoin d'aide pour le loyer invoquait maintenant l'obligation familiale pour demander une aide financière pour les frais d'études de sa fille. J'ai raccroché le téléphone et j'ai réalisé que j'avais appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur les valeurs et les priorités de ma famille. Quand ils avaient besoin d'aide, ils s'attendaient à ce que les membres de la famille se sacrifient les uns pour les autres. Quand j'avais soi-disant besoin d'aide, ils s'attendaient à ce que j'apprenne l'indépendance par la lutte. Le double standard était si clair que je me demandais comment j'avais pu le manquer pendant tant d'années. J'ai appelé Jake pour discuter de la situation. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aider Emma à aller à Stanford, mais je ne vais pas le faire comme Lisa s'y attend. Un autre donateur anonyme. Quelque chose comme ça. Mais cette fois, je veux que Lisa comprenne que l'aide financière vient de personnes qui se soucient de l'éducation et des opportunités, pas de membres de la famille qui sont censés résoudre les problèmes les uns des autres. La bourse que j'ai établie par le biais de notre fondation caritative était spécifiquement conçue pour les étudiants de familles de la classe moyenne qui avaient été acceptés dans des universités prestigieuses mais ne pouvaient pas se permettre le coût total de la scolarité. Emma a été l'une de nos premières bénéficiaires, recevant une bourse de 4 ans qui couvrait l'intégralité de ses frais de scolarité et de subsistance à Stanford. Quand Lisa a appelé pour me parler de la bourse d'Emma, elle semblait étonnée et reconnaissante, mais aussi légèrement confuse. Quelqu'un a créé un programme de bourse spécifiquement pour des enfants comme Emma. A-t-elle dit. C'est comme s'ils savaient exactement quelle était notre situation et qu'ils avaient conçu le programme pour aider des familles comme la nôtre. C'est merveilleux, Lisa. Emma doit être si excitée. Elle est aux anges. Mais c'est aussi un peu étrange. Tu sais, d'abord maman et papa reçoivent ce cadeau anonyme pour l'opération de papa. Et maintenant Emma reçoit une bourse complète d'une fondation dont personne n'a jamais entendu parler. On se demande s'il n'y a pas une sorte d'ange gardien qui veille sur notre famille. Un ange gardien. Si seulement elle savait. Peut-être que vous êtes juste une famille qui mérite de bonnes choses. Ai-je dit. Peut-être. Ou peut-être que nous connaissons quelqu'un qui a plus de ressources qu'il ne le laisse paraître. Son commentaire m'a rendu nerveux, mais je me suis forcé à répondre nonchalamment. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, peut-être que quelqu'un dans notre famille élargie ou notre groupe d'amis a bien réussi et trouve des moyens de nous aider sans en faire toute une histoire. Cela expliquerait pourquoi ces cadeaux semblent si parfaitement synchronisés et spécifiques à nos besoins. Lisa était plus perspicace que je ne l'avais cru. Mais la perception sans preuve n'est que spéculation, et j'étais convaincu que les structures juridiques que nous avions établies protégeraient mon anonymat, même si quelqu'un essayait d'enquêter sur les sources de ces dons. Ce serait bien de le penser, ai-je dit. Mais parfois, de bonnes choses arrivent aux bonnes personnes sans explication particulière. Après qu'Emma a commencé à Stanford, ma relation avec Lisa s'est considérablement améliorée. Elle semblait moins stressée par l'argent, plus optimiste quant à l'avenir de sa famille et plus intéressée à maintenir des liens avec sa famille élargie. Elle a commencé à appeler plus souvent, à visiter Denver occasionnellement, et à inclure Jake et moi dans les discussions familiales sur les vacances et les occasions spéciales. Mais j'ai aussi remarqué qu'elle ne m'a jamais directement remercié pour avoir offert d'aider avec les frais d'université d'Emma. Même après que la bourse ait résolu entièrement le problème, elle n'est jamais revenue sur le fait que j'avais été prêt à contribuer 10 000 $ à l'éducation de sa fille. C'était comme si mon offre n'avait jamais été faite ou comme si elle ne s'était jamais attendue à ce qu'elle soit sérieuse en premier lieu. Cette prise de conscience m'a aidé à comprendre quelque chose d'important sur la façon dont ma famille me voyait. Ils ne me considéraient pas comme quelqu'un qui avait les ressources pour aider avec des défis financiers majeurs. Ils me voyaient comme quelqu'un qui pourrait peut-être contribuer de petites sommes à de gros problèmes, mais pas comme quelqu'un qui pourrait réellement résoudre ces problèmes. Ils ne connaissaient pas ma richesse. Donc, ils ne pouvaient pas apprécier l'ironie de la situation. Mais je pouvais la voir clairement.
Il recevait des dons anonymes d'une valeur de centaines de milliers de dollars du même frère qu'il ne croyait pas capable de les aider avec des sommes beaucoup plus petites. Le contraste entre leurs attentes et la réalité de ma situation financière était devenu si absurde que j'ai commencé à le trouver amusant plutôt que douloureux. 5 ans après avoir déménagé à Denver, j'ai pris une décision qui a surpris même Jake. J'ai décidé de dire la vérité à ma famille sur les gains de la loterie. Non pas parce que je voulais leur gratitude ou leur reconnaissance, et non pas parce que je me sentais coupable d'avoir gardé le secret. J'ai décidé de leur dire parce que je voulais voir comment ils réagiraient en apprenant que tous leurs problèmes financiers des dernières années auraient pu être résolus instantanément par quelqu'un qu'ils avaient écarté comme incapable d'aider. Je voulais voir s'ils comprendraient la leçon que j'avais essayé de leur enseigner sur la loyauté familiale et le soutien mutuel. La conversation a eu lieu pendant le dîner de Thanksgiving chez moi à Denver. J'avais invité mes parents, Lisa, sa famille et Jake à passer les vacances avec moi, et pour la première fois depuis des années, tout le monde avait accepté l'invitation. Peut-être parce que les choses allaient bien pour tout le monde, ou peut-être parce que la distance géographique avait permis aux anciennes tensions de s'estomper. C'est Jake qui a suggéré que Thanksgiving serait le moment idéal pour révéler la vérité. Ils sont tous là. Tout le monde est de bonne humeur. Et ça fait assez longtemps pour qu'ils puissent probablement gérer le choc, a-t-il dit alors que nous préparions le dîner ensemble. De plus, j'en ai marre de prétendre que tu t'en sors juste bien alors qu'en réalité tu t'en sors mieux que tous réunis. Tu penses qu'ils méritent de savoir? Je pense que tu mérites d'arrêter de porter ce secret. Et je pense qu'ils pourraient apprendre quelque chose d'important sur la façon dont ils t'ont traité toutes ces années. Nous avons attendu après le dîner, quand tout le monde était détendu et à l'aise, avant que je ne fasse mon annonce. J'ai quelque chose à vous dire à tous, ai-je dit, me levant de la table de la salle à manger où nous avions partagé des histoires et pris des nouvelles de la famille. Quelque chose que je garde pour moi depuis longtemps. La pièce est devenue silencieuse et je pouvais voir des degrés variables de curiosité et d'inquiétude sur leur visage. Il y a 5 ans, juste avant de déménager à Denver, j'ai gagné à la loterie. 57 millions de dollars. Le silence qui a suivi a été complet et a duré ce qui a semblé être plusieurs minutes. Ma mère avait l'air confuse, comme si elle n'avait pas compris ce que j'avais dit. Mon père avait l'air sceptique, comme s'il pensait que je faisais une blague qu'il ne comprenait pas. Lisa avait l'air choquée, puis en colère, comme si elle venait de réaliser qu'elle avait été trompée. « Tu as gagné à la loterie », a finalement dit ma mère. J'ai gagné à la loterie et je vis des revenus de mes investissements depuis. L'entreprise que Jake et moi dirigeons, elle est entièrement financée par mes gains de loterie. La maison dans laquelle nous sommes assis, je l'ai achetée en espèces. Tout ce que vous pensez savoir sur ma situation financière a été une fiction soigneusement entretenue. Combien as-tu dit? A demandé mon père. 57 millions avant impôt, environ 34 millions après impôt. Actuellement d'une valeur d'environ 42 millions de dollars en raison de la croissance des investissements. Lisa a trouvé sa voie la première. Tu es en train de me dire que tu as eu 42 millions de dollars tout ce temps et que tu nous as laissé nous débattre avec l'argent? Tu as laissé papa presque manquer son opération parce que nous ne pouvions pas nous le permettre. Tu as laissé Emma presque rater Stanford. En fait, je n'ai laissé personne manquer de quoi que ce soit. Papa a eu son opération et Emma a eu sa bourse. Tout le monde a eu l'aide dont il avait besoin. Mais tu nous as fait croire que nous devions nous débrouiller seuls. De la même manière que vous m'avez fait croire que je devais me débrouiller seul quand j'ai soi-disant perdu mon emploi et que j'avais besoin d'aide pour le loyer. La pièce est redevenue silencieuse alors que les implications de ma déclaration s'imposaient. Attends, a dit Lisa lentement. Es-tu en train de dire que c'était un test? Je dis qu'avant de décider comment utiliser mes gains de loterie, je voulais comprendre de quel genre de famille je faisais partie. Je voulais savoir qui m'aiderait si j'en avais vraiment besoin. Et j'ai regardé les visages autour de la table, voyant un mélange de compréhension, de colère et d'embarras. Et j'ai appris qu'une seule personne dans cette famille était prête à sacrifier sa propre sécurité financière pour aider un membre de la famille dans le besoin. Une seule personne croyait que les obligations familiales vont au-delà du soutien moral et des bons conseils. Jake s'est agité inconfortablement sur sa chaise, n'appréciant clairement pas d'être présenté comme un exemple de vertu qui faisait paraître le reste de la famille mal en comparaison. Michael, a dit ma mère doucement, nous ne savions pas que tu étais vraiment en difficulté. Nous pensions que tu traversais juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui incluait le risque d'expulsion. Nous pensions que tu étais dramatique. Tu sais comment tu peux être parfois. Comment je peux être parfois.
Même maintenant, en apprenant que j'avais en fait été riche pendant ma prétendue crise financière, ma mère suggérait que ma description du besoin d'aide avait été exagérée ou manipulatrice. Alors si j'avais vraiment été expulsé, si j'étais vraiment devenu sans-abri, vous m'auriez aidé alors. Elle n'a pas répondu. Lisa, ai-je dit, me tournant vers ma sœur, te souviens-tu de ce que tu m'as dit quand j'ai demandé de l'aide? Tu as dit que les adultes règlent leurs propres problèmes. Tu as dit que c'était peut-être un signal d'alarme pour que je prenne ma carrière au sérieux. Je pensais que tu avais juste du mal à faire la transition entre 2 emplois. Je ne savais pas que c'était une véritable urgence. Mais quand tu avais besoin d'aide pour les frais d'université d'Emma, c'était une véritable urgence qui nécessitait le soutien de la famille. C'est différent. Il s'agissait de l'avenir d'Emma. Et mon expulsion supposée n'était pas à propos de mon avenir. La conversation a continué pendant une autre heure, mais la dynamique fondamentale n'a jamais changé. Ma famille ne pouvait pas reconnaître qu'elle avait échoué à son propre test de loyauté et de soutien mutuel. Ils continuaient à rationaliser leurs réponses précédentes tout en exprimant leurs blessures et leur colère que je les ai testées en premier lieu. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies menti pendant 5 ans, a dit Lisa alors que la soirée touchait à sa fin. Je ne vous ai pas menti. Je me suis protégé contre des personnes qui ont démontré qu'elles ne se soucient pas réellement de mon bien-être, sauf si cela leur convient. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de demander à ton frère de contribuer $10 000 à l'éducation de ta fille tout en croyant que ce même frère ne pouvait pas se permettre de t'aider avec $3 000 quand il était soi-disant menacé d'expulsion. Au moment où tout le monde est allé se coucher cette nuit-là, il était clair que ma révélation n'avait pas rapproché ma famille. Si quoi que ce soit, elle avait cristallisé les différences dans nos valeurs et priorités qui se développaient depuis des années. Mes parents semblaient principalement concentrés sur leur propre embarras de ne pas avoir reconnu ma richesse plus tôt. Lisa semblait en colère que j'ai des ressources que je n'avais pas partagées et blessée que j'ai testé sa loyauté à son insu. Seul Jake semblait comprendre que le vrai problème n'était pas l'argent ou le secret, mais la façon dont nous nous traitions les uns les autres quand quelqu'un était supposément dans le besoin. Le lendemain matin, alors que tout le monde se préparait à partir, mon père m'a pris à part pour une conversation privée. Michael, je veux que tu saches que je suis fier de ce que tu as accompli avec ton entreprise et tes investissements. Tu as bien réussi. Merci, papa. Mais je veux aussi que tu comprennes que ce que tu as fait, nous tester comme ça, ce n'était pas juste. Nous sommes ta famille. Nous ne devrions pas avoir à te prouver notre amour. Tu as raison, papa. Vous ne devriez pas avoir à me prouver votre amour. Cela devrait être évident dans la façon dont vous me traitez quand j'ai besoin d'aide. Nous avons toujours été là pour toi. Vraiment? Parce que quand j'avais soi-disant le plus besoin d'aide, tu m'as dit que je devais apprendre l'indépendance par la souffrance. Quand Jake a offert de m'aider, tu lui as dit que c'est ce que la famille fait. Laquelle de ces positions est la tienne sur les obligations familiales? Il n'avait pas de bonne réponse à cette question. Alors que ma famille faisait ses bagages et se préparait pour le retour en Arizona, j'ai réalisé que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Non pas parce que la conversation s'était bien passée. Ce n'était pas le cas. Mais parce que je n'avais plus à porter le poids d'un secret qui avait défini ma vie pendant une demi-décennie. Je n'avais plus non plus à m'interroger sur le caractère ou les valeurs de ma famille. Je savais exactement ce qu'ils croyaient sur le soutien mutuel et la loyauté familiale, et je pouvais prendre des décisions sur mes relations en me basant sur cette connaissance plutôt que sur l'espoir ou la supposition. 6 mois après ce dîner de Thanksgiving, Jake et moi avons déménagé notre entreprise dans des locaux plus grands et avons embauché 12 employés supplémentaires. Nous avions prouvé que les services financiers éthiques pouvaient être à la fois rentables et socialement bénéfiques, et nous étions prêts à étendre notre impact. Nous avons également créé une fondation caritative plus grande qui fait des dons anonymes aux familles confrontées à des urgences financières, avec une attention particulière aux situations où les membres de la famille n'ont pas réussi à se soutenir mutuellement. Chaque mois, nous aidons des personnes qui ont été déçues par des parents trop occupés à calculer les coûts et à attribuer la faute pour offrir une aide authentique. C'est un travail satisfaisant et il me permet d'utiliser ma richesse d'une manière qui reflète les valeurs que j'ai apprises en regardant ma propre famille naviguer dans des situations de crise. Mes parents, Lisa et moi maintenons toujours le contact, mais nos relations ne se sont jamais complètement remises de la vérité sur mes gains de loterie et le test que j'ai mené. Ils semblent me voir différemment maintenant. Non pas comme quelqu'un qui a connu un succès inattendu, mais comme quelqu'un qui les a trompés et jugés selon des normes qu'ils ne savaient pas qu'on leur appliquait. Ils n'ont pas entièrement tort. Je les ai trompés et je les ai jugés.
Mais j'ai aussi appris quelque chose de précieux sur la différence entre la famille dans laquelle on est et la famille que l'on choisit de construire. Jake et moi avons construit quelque chose ensemble que ni l'un ni l'autre n'aurait pu accomplir seul. Nous avons créé une richesse qui sert un but au-delà de notre propre confort. Des relations basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, et une entreprise qui rend notre communauté plus forte. Plus important encore, nous nous sommes démontrés à nous-mêmes et l'un à l'autre que lorsque quelqu'un que vous aimez a besoin d'aide, vous trouvez un moyen de la fournir. Vous ne calculez pas le coût ou ne vous demandez pas s'ils méritent de l'aide. Vous ne leur faites pas la leçon sur l'indépendance ou ne suggérez pas que la lutte forgera leur caractère. Vous les aidez parce que c'est ce que la famille fait. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.